Docteur Benoît, bonjour. Merci infiniment de nous accorder ce temps dans le cadre du collectif L'enfance n'est pas une maladie. Avant qu'on commence à parler du sujet de votre essai, infantisme, je voudrais quand même déjà vous présenter. Lélia Benoît, vous êtes pédopsychiatre. Je vais prendre mes petites notes parce que je suis très impressionnée de cette présentation. Vous êtes pédopsychiatre, chercheuse associée au Yale Child Study Center et au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERM. Vous étudiez depuis 2021 l'impact du changement climatique sur le bien-être et la santé mentale de nos jeunes à l'Université d'Yale et en partenariat avec les États-Unis, le Brésil et la France. Vous avez créé en 2021, vous êtes co-directrice du Qualab, j'espère que je le prononce bien, qui est oui, Complètement. qui est un laboratoire de recherche qualitative et mixte franco-américain en coopération justement avec Yale et le CESP. Et vous êtes auteur également, dont le dernier essai Infantisme qui est sorti en septembre 2023 aux éditions du Seuil. Merci beaucoup de nous accorder ce temps. Je pense que vous êtes aux États-Unis au moment même où on se parle, hein. Tout à fait, je suis à Yale. Merci beaucoup pour cette invitation. Un grand, grand, grand plaisir. Alors, on va commencer très vite par parler du concept d'infantisme qui est probablement, pour certains, peut-être très clair, mais pour beaucoup d'autres pas. Donc, je voudrais, on va se tutoyer, Lélia, si c'est Oui, correct. bien sûr, Oui. avec plaisir. Je voudrais qu'on commence justement par le concept. D'où sort ce concept? Quelle est l'histoire de ce concept? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, infantisme, c'était une proposition de traduction française de la notion de childism, qui existe en anglais, hein, et qui a été développée dès les années 70 aux États-Unis. Et en fait, le childism, c'est l'ensemble des préjugés et discriminations contre les enfants et adolescents du simple fait de leur âge, donc du fait qu'ils soient mineurs. Donc, quelque part, le childism ou l'infantisme en français, c'est une forme d'agéisme, hein. L'agéisme, c'est toutes les discriminations liées à l'âge. On peut dire l'agéisme, c'est le grand chapeau. Et dedans, on peut parler d'infantisme pour les enfants et adolescents. Euh, alors, on pourrait dire pourquoi on a besoin d'infantisme si on a déjà agéisme. En fait, si on regarde un petit peu utilise le mot d'agéisme, le plus souvent, c'est pour pointer du doigt des discriminations, soit contre les personnes âgées, soit contre les jeunes adultes. Mais en fait, on est tellement infantiste, c'est-à-dire on pense tellement pas aux enfants et adolescents qu'on oublie même de parler d'eux dans l'agéisme. Donc l'idée d'avoir cette notion, de la traduire, c'est de pouvoir insister sur le fait que il y a des discriminations qui sont liées à l'âge pour ce groupe d'âge-là, et en fait, c'est pas normal, c'est pas justifié par le fait qu'ils soient mineurs. C'est ça. Puis dans votre essai, vous dites justement il y a comme trois formes d'infantisme qui sont définies par l'autrice, j'ai peur d'écorcher son nom, Elisabeth Young-Bruels, c'est ça? Parfait, Waouh! super. Est-ce que tu peux nous en parler de ces trois formes d'infantisme-là? Oui, bien sûr. Alors, donc, Elisabeth Young-Brunel, elle a écrit son livre, enfin, a travaillé là-dessus à la fin des années 90, au début des années 2000. Mais en fait, la toute première notion, c'est dans les années 70. On pourra y revenir, hein. Mais donc, elle, Young-Brunel, elle était psychanalyste. Et donc, elle a finalement travailler sur les ressorts intimes, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'intime, de comment nos émotions, notre rapport aux enfants intimes peut poser problème. Et donc, elle parle de trois formes d'infantisme, de trois manières dont on a de discriminer les enfants. La première, c'est l'infantisme narcissique, c'est-à-dire l'idée comme ça, cette qui est sous-tendue par la peur d'être supplanté par l'enfant, c'est-à-dire cette idée un jour l'enfant sera plus fort que nous, plus beau que nous, qui va peut-être nous remplacer. Ce serait un peu l'idée du règne animal, hein, c'est-à-dire le jeune lionceau va détrôner le vieux lion vieillissant. Et donc cette peur comme ça que les enfants soient une menace potentielle pour nous dans le futur. Et donc l'infantisme narcissique va se concentrer sur l'envie de contrôler l'enfant, d'en faire un être qu'on façonne, hein, et que même s'il grandit, on essaye comme ça de le garder un petit peu sous contrôle, sous emprise. Et donc, soit ça va se manifester au quotidien par des remarques, hein, sur le fait que soit on est fier du fait que l'enfant grandisse exactement comme on avait prévu pour lui. Ah, c'est un vrai petit garçon, ah, c'est une vraie petite fille, ah, il est bien sage comme on voulait. Ou alors critiquer le fait qu'il ne nous ressemble pas. Ah, de nos jours,
les jeunes, ils sont paresseux, ils travaillent pas assez. À mon époque, on faisait ci, on faisait ça, on était plus respectueux, etc. Et donc, c'est comme ça dénigrer un peu la nouvelle génération. Donc ça, c'est l'infantilisme narcissique. Et si vous tendez l'oreille, vous verrez que on en entend beaucoup au quotidien, des remarques comme ça, où en fait, on aime les enfants qu'à condition qu'ils correspondent exactement à ce qu'on attend d'eux. C'est la Le deuxième type. quelque part, c'est ce qu'on dit, une forme d'amour conditionnel. Je t'aime comme tu es, mais ne me déçois pas quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, c'est même pas je t'aime comme tu es, c'est je t'aime Oui, à condition que tu me déçois donc pas. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Je t'aime comme je veux que tu sois. Voilà. Euh, Ouais, et donc le deuxième infantisme, c'est l'infantisme qu'elle appelle hystérique. Bon, ça, c'est ces termes, hein, narcissique, hystérique, obsessionnel. C'est des termes qui sont très psychanalytiques. On pourrait en utiliser d'autres, mais l'idée qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, hein. Donc, quand elle parle d'infantisme hystérique, elle parle d'inversion des rôles. Donc, c'est en fait l'adulte qui essaye que l'enfant le prenne en charge, hein, s'occupe de lui. Et donc, c'est typiquement euh, leur laisser gérer les choses à notre place. Et ça, on le voit beaucoup dans le champ du changement climatique, hein. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Et on a beaucoup d'adultes qui vont dire, bah, de toute façon, le changement climatique, ce sera, moi, je serai déjà vieux ou je serai déjà plus là, donc c'est à eux de gérer, hein, c'est leur problème. Ou moi, de toute manière, je serai mort, donc peu importe. Donc c'est un peu cette attitude de je m'en lave les mains et puis je les laisse gérer. Donc ça, on le voit beaucoup, hein, aussi au quotidien. Puis c'est intéressant de voir que l'idée, là, c'est de se dédouaner de ses responsabilités et puis les laisser tout porter. Et puis la troisième forme d'infantisme dont elle parle, Young Bruel, c'est l'infantisme obsessionnel. Et là, c'est vraiment sous-tendu par des peurs de parasitisme. Donc c'est l'idée que peut-être les enfants sont là en train de nous ronger de l'intérieur, de voler notre énergie, de nous épuiser. Et donc on entend beaucoup finalement ces formes d'infantisme autour soit de la petite enfance, hein, comme quoi les petits enfants seraient épuisants, qui sont pas sages, qui nous prennent beaucoup d'énergie. Ou alors, des fois, on l'entend aussi par rapport aux adolescents avec cette image un peu caricaturale de l'ado qui sert à rien, hein, qui produit rien, mais qui par contre vide le frigo. C'est même un des supports, hein, de l'humour collectif. Et c'est bien malheureux, hein, mais il y a beaucoup d'humour collectif autour des enfants et adolescents où c'est l'idée comme ça que ils nous pompent notre énergie. Et voilà. Euh, Là encore, ce qui est à pointer du doigt, c'est que c'est vrai que élever un enfant à l'adolescence, ça demande du travail, ça prend de l'énergie, mais c'est pas du tout la faute de l'enfant et de l'adolescent. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être là en tout cas. Et donc c'est normal, et c'est dans l'ordre des choses que les adultes apportent ce soutien-là. On peut se poser la question de est-ce qu'on voulait avoir un enfant ou pas. Ça, c'est très important de laisser le choix. Mais à partir du moment où on a fait ce choix-là, c'est la responsabilité de l'adulte de s'en occuper. Donc voilà, ça c'est des formes un petit peu plus intimes. Et moi, j'ai développé dans mon livre des formes, enfin, une explication sur une dimension plus collective de l'infantisme aussi, que Young Bruel ne développe pas vraiment dans son livre, puisqu'elle est plutôt concentrée sur la dimension psychanalytique. Et c'est je veux revenir sur l'aspect très obsessionnel. Ça me fait penser justement beaucoup à ces parents qui vivent le comportement de leurs enfants comme quelque chose de très persécutant. Il me fait ça à moi, c'est contre moi. Il y a quelque chose de très quasiment destructeur dans ce qui est perçu de l'enfant. Puis oui, l'ado, comme tu le dis, sur son canapé, qui vide le frigo, qui procrastine et puis qui ne participerait pas à l'effort collectif familial. Donc, c'est vraiment, je pense que quand les gens vont entendre des choses qui sont très, très, qui circulent beaucoup au sein des familles et qui se transmettent réellement, c'est sûr. Au niveau de cet aspect social, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que justement, dans l'enfance n'est pas une maladie, on aborde beaucoup l'impact de cette société, de ce qu'elle inflige ou impacte sur l'enfant. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu as développé autour de cet infantisme sociétal, en tout cas? Oui, alors justement, moi, du coup, je me suis repenchée un peu sur les travaux des années 70, hein, qui avaient été oubliés entre-temps. Et en fait, au début, la notion de childism, elle avait été pensée par euh, des personnes qui faisaient partie du mouvement un peu pour la libération des femmes, hein, les droits des femmes
Mm. et aussi des minorités ethniques, hein. Donc, c'est des gens qui comprennent bien que notre société n'est pas faite de personnes homogènes et qu'en fait, il y a plusieurs groupes, il y a des rapports de force et donc il y a des dynamiques de domination où certains groupes vont essayer de dominer d'autres groupes, hein. Donc, tout l'enjeu du féminisme, hein, c'était de pouvoir permettre aux femmes d'avoir un rapport d'égalité avec les hommes. Et puis, l'enjeu des luttes pour les mouvements civiques, aux États-Unis notamment, c'est que, indépendamment de l'ethnicité, de la couleur de peau, on est tous les mêmes droits. Et donc, ces personnes-là ont eu l'intuition que les enfants aussi étaient une minorité, que eux aussi, c'était un groupe social qui était dominé. Et donc, ils l'avaient très bien compris, ils avaient compris ce mécanisme-là. Et dans le mécanisme de domination, il y a toujours un intérêt qu'a le groupe dominant à maintenir le statu quo, à maintenir cette situation en l'état, parce que c'est quand même plus confortable, si vous voulez. C'est plus confortable en tant qu'adulte d'avoir des enfants qui ne parlent jamais à table, ne bougent pas, nous obéissent au doigt et à l'œil, etc., parce que bah, notre autorité n'est pas questionnée. C'est plus, si vous voulez, tout comme pour le sexisme, hein, c'est plus pratique pour des hommes des années 50 que les femmes n'aient rien à dire, si vous voulez. Donc, alors que quand on a des groupes qui sont à égalité, bah, ça oblige à avoir du dialogue, des compromis, des négociations, etc. Et on voit bien que dans la famille ou dans la société, si les enfants ont plus de droits, on va être obligé de consacrer plus de temps à échanger avec eux, les inclure dans les décisions, etc. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, ils ont dû se concentrer sur les luttes les plus prioritaires. Et en fait, la priorité qu'ils ont donnée, c'était avant tout donner des droits aux femmes. C'est-à-dire, avant de donner des droits aux enfants, la priorité, c'était la libération sexuelle, la possibilité d'avoir accès à une contraception. C'est déjà de choisir ou non d'avoir des enfants et d'être en possession de son corps en tant que femme. Et donc, quelque part, bah, finalement, les enfants, ils sont restés de côté parce que c'était pas le plus urgent à ce moment-là. Et je pense que on peut voir ça comme un progrès, hein, le fait que maintenant, on a un certain nombre de droits qui ont été plus établis, plus renforcés pour les femmes, pour les minorités ethniques. Et donc, on a la possibilité, hein, de se concentrer sur les enfants et de se rendre compte que ça s'applique aussi à eux. Ouais, tu nous disais qu'effectivement, là, il y a tout un. On est chanceux, là, actuellement, que la question, justement, de l'enfance soit au centre des préoccupations par rapport à ces discriminations. Quand tu disais, justement, qu'il y a tout un intérêt à ce que, justement, au niveau sociétal, qu'est-ce qu'on aurait à perdre, finalement, de donner la parole ou simplement d'écouter les enfants? Est-ce que c'est clair, ça, ou pas encore très clair? Alors, c'est pas très clair pour beaucoup de gens, et l'idée de parler d'infantisme, c'est de voir qu'on a une culture infantiste, c'est-à-dire que dans nos croyances collectives, on renforce l'idée, hein, on la perpétue que les enfants sont des citoyens inférieurs, parce que c'est bien pratique pour ceux qui ne sont pas des enfants. Et donc, c'est un peu comme des choses qui ont été dites maintenant enfin récemment sur la culture du viol, la culture de l'inceste. Plus on perpétue ces idées-là, plus ça vient permettre que certains enfants soient très maltraités ou qu'on les opprime énormément. Quelque chose que dit aussi Elisabeth Young-Bruel et que je trouve très intéressant, c'est que on a souvent l'idée collectivement qu'on a soit les enfants qui vont bien, hein, les enfants choyés, désirés, peut-être même un peu trop gâtés, et puis une toute petite minorité d'enfants maltraités, hein, les enfants qui ont des parents abusifs, les enfants qui sont placés, etc. Et alors que eux, c'est vrai. Moi, je suis là, ça va? Super, Excuse-nous, on a une tempête qui s'en vient chez nous. Alors voilà. Attention, super. que je pense que ça ne coupe pas le record. Non, c'est parfait. On est là. Oui, tu disais, donc il y a comme les enfants un petit peu choyés versus ceux qui seraient. C'est ça, on t'écoute. Et donc ça, ce que dit Young Bruel, c'est que c'est une erreur de penser qu'il y a comme ça deux camps. En fait, si on comprend qu'il y a une culture de l'infantisme, c'est de voir que on méprise les enfants du fait qu'ils soient enfants. Et donc, il y a un continuum où on pourrait dire que même les enfants les plus désirés vivent un lot d'humiliation quotidienne du simple fait qu'ils soient enfants. Ils sont pas pris au sérieux parce qu'ils sont enfants, on leur coupe la parole parce qu'ils sont enfants, on leur impose des décisions de manière
complètement verticales parce qu'ils sont enfants sans leur expliquer pourquoi. Et on les prive de droits alors qu'ils pourraient avoir des capacités alors qu'ils sont enfants. Notamment, j'aborde la question du droit de vote dans le livre. Alors, je vais même jusqu'à discuter, hein, pour le plaisir de discuter, je ne suis même pas sûre d'avoir une idée complètement fixée là-dessus, mais jusqu'à l'extrême de dire, et si on pensait le droit de vote jusqu'à la naissance? Bon, dès la naissance, pourquoi pas? C'est quelque chose que j'aborde dans le livre, mais on pourrait dire pourquoi à 16 ans on ne pourrait pas voter, si vous voulez. Pourquoi on peut travailler à 16 ans, faire un petit boulot, mais on n'a pas le droit de voter. Donc, c'est des choses qui sont absurdes, en fait. Euh, et donc, le voir comme un continuum, c'est voir que c'est une culture. Oui, Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a compris pour d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine du droit des femmes ou du féminisme, on voit bien que ce serait absurde de se dire, non, non, en fait, le sexisme, il n'y en a pas. Il y a d'un côté plein de femmes qui vont bien et qui n'ont aucun problème, et de l'autre côté, une toute petite minorité de femmes battues. Mais non, en fait, on voit bien que c'est un gradient et que même des femmes qui vont très bien, qui réussissent dans leur vie, qui sont heureuses, vont quand même, dans leur vie, rencontrer des épisodes d'humiliation, de discrimination liés au sexisme. Donc, c'est l'idée de changer de perspective là-dessus. L'autre idée de l'infantisme en tant que problème de société, c'est de voir comment prend-on des décisions dans notre société pour faire une société qui est plus ou moins finalement bénéfique pour les enfants. Est-ce qu'on a des politiques qui prennent en compte les intérêts des enfants en premier? Et qui investissent sur les enfants en premier. Eh bien, jusqu'à présent, c'est pas beaucoup fait. Et même les organisations des droits des enfants ont souvent pensé les droits des enfants un peu comme un cadeau qu'on ferait aux enfants. C'est-à-dire les enfants, ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit à la santé, mais un peu comme dans le monde des bisounours, quoi, où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et donc on va s'occuper des enfants. Alors qu'en fait, parler d'infantisme en tant que domination sociale, c'est voir que plein de groupes sociaux, notamment les adultes et en partie les adultes très âgés, ont intérêt à garder plus de ressources pour eux et à moins donner à la génération suivante. Et donc, on voit sur plein de politiques qu'en fait, on fait des choix qui privilégient les adultes d'aujourd'hui plutôt que de privilégier les adultes de demain. Donc, des questions de loi sur l'héritage, sur l'écologie, par exemple, est-ce qu'on priorise l'écologie ou pas, de quel type de finances on donne à l'éducation, parce qu'en fait l'éducation est très importante, quel type de finances on donne à la santé, à la médecine, et notamment préventive, à la médecine des familles, à la médecine des enfants, puisqu'en fait, tout ça, c'est de l'argent placé sur des petits, mais en se disant que si on investit cet argent-là, hein, ce dollar canadien, ce dollar américain, cet euro, sur ces enfants-là, et ben, plus tard, on aura une génération plus éduquée, avec une meilleure santé, éduquée sur le plan émotionnel aussi, et relationnel et social, c'est-à-dire avec des meilleurs liens, une meilleure cohésion sociale, avec un environnement qui est meilleur pour eux, hein, un climat qui va bien. Et donc, tout ça, c'est choisir où on met l'argent, en fait. Et ça, c'est des choix où on est souvent très infantiste et on a tendance à considérer que finalement, les enfants, on n'a pas besoin d'investir beaucoup. Donc, ça se voit sur pas mal de choses. Je peux te donner des exemples, hein, si tu veux, mais ouais. euh, Dans cette idée de domination, comme ça, je trouve qu'il y a toujours ce côté très pernicieux de bienveillance. On fait finalement ces choix pour eux, pour leur bien, parce que ce serait justement des êtres humains incomplets et on a vraiment cette idée de devoir les compléter. Hein, on est vraiment les sachants qui viennent les aider dans leur... Ben, quasiment les guérir de cet état d'enfance, puis l'idée d'accélérer rapidement l'autonomie, les rendre indépendants, parce qu'il faudrait les sortir de cet état, mon Dieu, qui pose problème. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très pervers dans cette domination-là, sous couvert de bienveillance adulte, en fait. Oui, tout à fait. Bah, l'idée de l'éducation un peu classique, en tout cas avec l'idée qu'on a, en tout cas en France, hein, qui date du Moyen Âge, c'est l'idée que les enfants sont des êtres un peu impurs, hein. Il y a quand même cette idée encore chrétienne que ils sont le fruit du péché, donc il faudrait un peu les purifier, il faudrait les dompter, hein, en faire des êtres dociles, et donc cette
comme ça que si on les laisse grandir par eux-mêmes, ça va dégénérer, quoi. Et donc, c'est soi-disant de la bienveillance, mais c'est aussi beaucoup de contrôle avec l'idée qu'il faudrait, comme ça, sortir le péché de ces enfants-là. Euh, et donc, euh, et donc, effectivement, il y a beaucoup d'autoritarisme là-dessus, d'envie d'imposer des idées. Et on est beaucoup moins, par rapport aux enfants, dans une idée qu'on peut avoir, par exemple, avec d'autres groupes sociaux qui ont des besoins spécifiques. Par exemple, quand les personnes vieillissent et qu'elles ont, par exemple, une démence, une maladie d'Alzheimer, ou alors certaines personnes qui ont des besoins particuliers, des besoins, voilà, des personnes malentendantes, des personnes qui ont ce qu'on appelle hein, des habiletés différentes. Là, on est beaucoup plus dans l'idée d'un accompagnement pour soutenir l'autonomie propre de la personne et avec l'idée d'une dignité, c'est-à-dire l'idée qu'il faut que l'environnement où la personne s'adapte le plus possible pour qu'elle puisse exprimer son plein potentiel, mais que la personne en tant que telle est une personne bonne et que la personne a que des bonnes choses à contribuer et c'est juste à nous de soutenir en fait cette contribution. Et ben, on n'a pas cette idée-là sur les enfants, on a l'idée plutôt qu'il faudrait leur serrer la vis hein, et ça vient d'un filtre. Alors c'est intéressant, ça c'est pas de moi cette idée-là, mais c'est Marion Querc hein, qui d'ailleurs travaille au Canada aussi l'idée qu'on a un filtre de méfiance sur le regard qu'on porte vis-à-vis des enfants. Et donc, on s'attend à ce qu'ils soient mauvais et qu'il faille euh, finalement les remettre dans le droit chemin. Marion, est-ce que c'est elle qui a écrit Une enfance en or? Oui, 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 je recommande Tout à vraiment fait. aussi à nos auditeurs de la suivre. Il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. Piquy fesses, comme on dit au Québec, par rapport à notre conception, pour certains aussi de l'éducation, mais c'est vraiment très, très précieux. Dans ton essai, tu parles d'éco-anxiété. Tu nous disais que ça fait vraiment partie de tes grands intérêts d'études. Je trouvais ça très intéressant, la façon dont tu abordes justement comment les adultes se représentent l'activisme de nos jeunes, les idées reçues sur l'éco-anxiété, puis comment justement de quelque chose de très positif, puis d'action que les jeunes peuvent faire, ils sont toujours renvoyés à plein de choses que je vais te laisser nous aborder. Oui, ben, je pense que la question du climat et de l'environnement, c'est central. En fait, c'est une des questions centrales de notre ère. Hein. Oui, Enfin, si on veut être là où ça se passe et participer à notre époque et à notre vie, à la période dans laquelle on est en train de vivre, c'est vraiment ça qui est central pour la suite. Et c'est un exemple triste, malheureusement, de voir à quel point on met de côté les enfants et adolescents qui souhaitent s'investir en fait et se mobiliser et faire porter leur voix parce qu'en fait c'est leur avenir. Et donc on a bien vu avec Greta Thunberg qu'elle était balayée hein, sous prétexte d'être encore une adolescente à ce moment-là. Et très régulièrement, on entend dans les médias, en tout cas en France, alors je ne sais pas si au Québec c'est le même cas, mais des remarques de journalistes ou des remarques de politiques qui vont comme ça balayer les préoccupations des jeunes sur l'environnement ou alors les renvoyer à l'école, hein, comme si eux, ils devraient être à l'école, ils ne devraient pas manifester, ou alors comme s'ils avaient trop d'opinions en étant trop jeunes. Hein. Le président français, il a dit ça encore il n'y a pas très longtemps à un adolescent qui le questionnait sur sa politique écologique et il lui a répondu, bah, vous avez des idées bien arrêtées pour quelqu'un de votre âge. Bon, voilà. c'est quand même surprenant de la part d'un politique de n'avoir rien d'autre à répondre sur sa politique, en fait, hein, parce que quand on est politique, on doit avoir à répondre de nos choix politiques. Hein. Je ne dis pas que tous les choix soient faciles à faire, mais en tout cas, on doit pouvoir en répondre. Et si vous voulez se dédouaner, ne même pas prendre le temps de répondre, tout simplement en accusant la personne d'être trop jeune pour pouvoir penser, parler, poser des questions, c'est un cas d'infantisme typique. Et là où j'alerte dans mon livre, c'est que non seulement le changement climatique, c'est très important, mais le fait qu'on ait une inaction sociale, une inaction collective vis-à-vis de ça, ça crée de la détresse psychologique chez les enfants et adolescents. Quand on parle d'éco-anxiété, etc., de détresse climatique, euh, c'est pas parce que les gens sont malades ou qu'ils ont un problème, c'est parce que quand il y a un problème sérieux mais que personne ne fait rien, c'est là
que on finit par se sentir mal. S'il y a un problème sérieux, mais qu'on est en train d'agir tous ensemble, on n'a pas le temps de se sentir mal. On est focalisé sur l'action et on sait qu'on a de l'espoir, qu'on est en train de faire sa part. Si par contre il y a un gros problème et qu'on voit que tout le monde s'en fiche et que quand on essaie de faire quelque chose, on nous casse, et ben c'est là où on se sent mal. Donc en fait, c'est aussi une question de santé collective. C'est à cause de cette violence sociale où on nie les droits des enfants et des adolescents à se déterminer, à se positionner sur leur futur, qu'on peut voir émerger des signaux de détresse collective par rapport à tout ça. Je trouve ça très important que tu nous renvoies à cette détresse collective parce que souvent, justement, l'éco-anxiété est pas mal raillée ou renvoyée à une problématique individuelle. Ce serait l'individu qui est trop sensible ou autre, mais j'aime beaucoup l'idée de cette éco-anxiété comme une réaction, non pas face à la crise climatique, mais face à l'inaction vis-à-vis de cette crise. Puis je trouve que ça fait énormément, énormément de sens. Tu cites beaucoup Durkheim dans ton essai aussi par rapport justement à l'importance vis-à-vis des personnes marginalisées de s'inscrire dans quelque chose du registre collectif. Je trouve ça vraiment très, très précieux aussi de nous rappeler cela. Je regarde un petit peu la montre, on a encore du temps, mais je voudrais revenir quand même sur ce droit de vote, Lélia, parce que tu cites vraiment une anecdote qui n'en est pas une, hein, mais les élections de 95 en France, Jospin Chirac, tu as 7 ans et puis tu assistes à un débat entre ces deux futurs présidentielles et aucun ne parle de l'enfance et tu décides d'écrire une lettre justement au président et tu reçois une carte standardisée, dorée. Et là, ça t'amène à plein de réflexions. Je trouve ça vraiment excellent. De fait, c'est un peu l'introduction de ton chapitre sur le droit de vote dès la naissance. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Parce que je suis sûre que ça va questionner pas mal et je sais que les adultes renvoient beaucoup à laissons les enfants dans leur naïveté, ils n'ont pas besoin de cela. Mais voilà, donne-nous un petit peu les détracteurs, ce qu'ils en pensent de tout ça. Oui, alors bon, pour l'anecdote, vous pourrez lire le livre, ceux qui le souhaitent, mais effectivement, c'est vrai que vers 6 ou 7 ans, j'avais déjà envie de voter. Je considérais que je pouvais comprendre si on m'expliquait et que je pourrais donner mon opinion. Et bon, un petit peu comme tout le monde, je pense que j'aurais été intéressée d'entendre des choses qui me concernent, hein. Si on est agriculteur, on veut entendre parler des choses d'agriculture. Si on est enfant, on veut entendre parler d'enfance. Bon, tous les électeurs veulent entendre parler de quelque chose qui les concerne, mais ce qui m'avait intéressée, c'était de voir que finalement, mes questions d'enfant n'étaient pas très éloignées de beaucoup de questions d'adultes. Et donc, voilà, en tout cas, à ce moment-là, moi, je pensais que si on m'en donnait les moyens, j'aurais eu des choses à dire et j'aurais été très intéressée par la politique. Euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas, c'est une des réponses individuelles à la question de non, non, laissons les enfants dans l'innocence, hein, et dans la naïveté, parce que finalement, ils s'intéressent pas au monde qui les entoure. Je pense que c'est pas le cas pour certains enfants. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'intéressent, qui les entourent et qui ont beaucoup de curiosité. Euh, la question souvent qui est posée, alors ce dont je parle dans le livre, c'est l'idée d'un droit de vote dès la naissance. Pourquoi dès la naissance? Pour pouvoir pousser jusqu'à l'extrême l'idée de quel serait l'âge auquel on aurait le droit de voter. Parce que je redéroule encore un petit peu autrement, hein. Pourquoi voter? Pourquoi voter? Bah, pour avoir des politiques qui défendent nos intérêts. À l'heure actuelle, on peut évidemment dire, dis donc, on n'a pas beaucoup de politiques pour les enfants et les adolescents, on a des politiques qui favorisent beaucoup plus les personnes âgées. Bah, oui, mais si on regarde la population générale, hein, on prend toute la population d'un pays, hein, on a enfin, on a des gens qui ont entre 0 ans et 100 ans pour les plus chanceux, mais disons à peu près 80, etc., en moyenne, hein. On a comme ça, si on disons 80 en moyenne, hein, on a 4 tranches de 20 ans, 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80. Et bah, de 0 à 20, globalement, hein, si on oublie les 2 ans entre 18 et 20 ans, et ben, on n'a aucune représentation. On n'a pas de voix, on ne peut pas dire ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est surprenant, du coup, que les politiques nous oublient? Bah, non, c'est pas très surprenant.
puisqu'en fait, on ne compte pas. Et moi, c'est quelque chose dont, à 6 ans ou 7 ans, j'avais compris ce truc-là. Je me suis dit, bah, tiens, en fait, tant que j'ai pas de voix, je n'existe pas. Et donc, on se pose souvent la question, est-ce qu'il faudrait diminuer un petit peu l'âge du droit de vote à 17 ans? Est-ce que les ados seraient prêts ou à 16 ans? Et qu'en est-il à 14 ans? Et en fait, je voulais un peu pousser l'idée dans le livre de dire, mais est-ce qu'on serait vraiment capable de mesurer quand les gens sont prêts? Déjà, quand on a 18 ans, on ne nous fait pas passer un test intellectuel ou psychologique pour avoir le droit de voter. Beaucoup de gens ont le droit de voter alors qu'ils n'ont pas une intelligence forcément faramineuse, hein. Pour être interdit du droit de vote, il faut vraiment avoir un handicap très très lourd. Et à l'inverse, dans la vie, quand on progresse et des fois on vieillit, hein, certaines personnes ont un déclin cognitif en vieillissant, notamment avec la maladie d'Alzheimer par exemple. Et en tout cas en France, le droit garantit qu'on peut continuer à voter, même avec une démence, hein, même quand on n'a plus toutes ses facultés, et notamment en donnant une procuration à un proche qui va voter pour nous. Donc ça veut dire que à l'autre bout de la vie, quand on est en train de vieillir, on peut avoir quelqu'un qui représente notre voix, même quand on ne sait plus du tout qui on est, alors que quand on est tout petit, on n'a personne qui représente notre voix. Donc, c'était l'idée un peu de jouer avec ces questions-là et de se dire, bah, peut-être qu'en fait, si on avait des gens qui pouvaient représenter les voix des enfants et adolescents, eh bien, peut-être qu'on aurait des politiques qui leur ressemblent davantage, hein. Des villes plus faites pour les adolescents et enfants que pour les voitures, des politiques environnementales qui prévoient l'avenir, des politiques pour l'école et la santé qui favorisent comme ça les générations à venir. Les détracteurs souvent vont dire oui, mais en fait, c'est de la démagogie parce que si on laisse les parents voter pour les enfants, ils vont voter ce qu'ils veulent et pas ce que les enfants voudraient. Bah, peut-être, mais en même temps, quand on laisse des aidants ou des enfants voter pour leurs parents qui vieillissent, bah, qui nous garantit que les enfants votent vraiment ce que le parent aurait voulu et pas une deuxième fois pour eux? On ne sait pas. En tout cas, on fait le choix par confiance, quand c'est pour les personnes âgées, de se dire que quelqu'un qui va se déplacer pour voter pour eux aura quand même à cœur de finalement rendre compte des besoins de cette personne. Et donc, pourquoi pas pour les enfants et adolescents. Donc ça, c'est une des grandes questions. Après, il y a la question de ils sont trop jeunes pour avoir une opinion. Bon, ça, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense qu'en fait, si on éveille leur curiosité et qu'on leur parle avec des mots simples, adaptés à leur âge, et qu'on leur explique les choses, il y a beaucoup de choses qu'ils pourraient comprendre sur la politique. Ça peut aussi être le rôle de l'école de donner ce type d'informations. Et puis la troisième grande inquiétude, hein, c'est mais alors, qu'est-ce qui se passe si jamais on a des groupes qui décident de faire un peu extrémistes, qui décident d'avoir 12 enfants pour pouvoir voter 12 fois, quoi. Bon, donc ça, c'est un peu une vision extrême, mais c'est pas complètement fou parce qu'on voit bien des pays où il y a des groupes qui ont comme ça des formes de fondamentalisme religieux, qui ont beaucoup, beaucoup d'enfants et où finalement ça fait petit à petit changer un peu la démographie, hein. En Israël, par exemple, ils ont vu changer la démographie beaucoup avec les juifs conservateurs qui ont beaucoup plus d'enfants. Donc ça change comme ça le paysage politique sur quelques générations. Euh, alors, par rapport à ça, bon, j'ai pas de solution complète, mais je pense qu'une des solutions, c'est par exemple de ne pas, au contraire, inciter les gens avec une politique nataliste à avoir plus d'enfants. En tout cas, en France, il y a beaucoup d'incitations financières à avoir plein d'enfants. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, quand vous avez un premier enfant, les allocations familiales pour ce premier enfant, elles sont ridicules, hein, c'est 3 fois rien. Le deuxième enfant, c'est pas grand-chose non plus. Et à partir du troisième enfant, c'est le jackpot. Vous commencez à toucher plein d'argent et en plus, vous avez plein de réductions parce que vous êtes une famille nombreuse, donc vous payez beaucoup moins pour le train, la piscine, etc. Et donc, on pourrait dire, bah, au lieu de inciter les gens financièrement à avoir des enfants, mais à empêcher les enfants d'être représentés de manière électorale, on pourrait arrêter de faire ces politiques-là, qui d'ailleurs ne servent souvent qu'à des, en majorité, en tout cas des familles qui veulent avoir beaucoup d'enfants, y compris des familles qui représentent des extrêmes religieux, hein, de quelque religion que ce soit. Euh, et on pourrait dire, bah, si on arrête de faire des incitations financières, on pourrait peut-être
autoriser ce vote par procuration, avec l'idée que petit à petit, en fait, l'enfant serait autonomisé dans le vote et que au lieu de dire à 18 ans, on a pour la première fois le droit de voter, on changerait complètement la logique, on dirait à 18 ans, les parents n'ont plus le droit de voter. Pour Mhm. l'enfant. Ils sont interdits de voter. Mais jusque-là, on pourrait dire, en grandissant, dès l'âge de 6, 7, 8, 10, 12 ans, avec une adaptation progressive avec la famille, avec le soutien de l'école, etc., que l'enfant et l'adolescent seraient petit à petit autonomisés dans différentes étapes du vote. Au tout début, peut-être juste mettre le bulletin dans l'urne, et puis après, considérer qu'à partir d'un certain âge, ça commence à devenir son choix. C'est des choses qu'on fait, de soutenir la confidentialité des adolescents qui s'émancipent petit à petit, hein. On le fait quand il s'agit des questions de sexualité, de contraception. On apprend à parler aux ados en disant ça, c'est des sujets qui te concernent. Tu n'es pas obligé d'en parler à tes parents, tu n'es pas obligé de partager ça. Tu peux avoir des informations de ton côté sur la sexualité, sur la reproduction, etc. Pourquoi ne pas dire que les opinions politiques, c'est des choses où on peut se renseigner, mais on n'est pas obligé de parler de ce qu'on va choisir à tout le monde, etc. Peut-être au même que ça permettrait aux jeunes adultes de voter davantage, d'être plus Ouais. sensibilisés à tout ça, puisqu'on a toujours cette plainte que les jeunes adultes se désintéressent de la politique. Bah oui, mais si de 0 à 18 ans, on ne vous en parle pas et on considère que ce n'est pas votre domaine et qu'à 18 ans, on vous dit maintenant tu vas voter, et ben, on peut se sentir un petit peu non concerné parce qu'on n'a pas eu d'éducation à ça. C'est des pistes super intéressantes dans l'idée de donner des voix, la voix aux enfants. Puis tu nous parles à la fin de ton essai d'un terme que j'aime beaucoup. J'ai pas le sentiment de l'avoir entendu avant, d'alphabétisation émotionnelle. Tu le redis même en conclusion comme une clé. Je ne sais pas si je pourrais dire face à l'infantisme. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette alphabétisation émotionnelle et quelque chose que je me suis notée à questionner, la qualité de notre développement émotionnel influence notre capacité à refuser la surconsommation. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est une piste d'ouverture, l'alphabétisation émotionnelle, dans l'idée que si on veut avoir un rapport plus horizontal avec les enfants et adolescents, ça nous demande de mieux nous connecter sur le plan empathique, de mieux comprendre voilà, comment ils vivent les choses, y compris quand ils n'arrivent pas à communiquer aussi bien que des adultes, parce que apprendre à parler et puis apprendre à parler de ses émotions, tout ça, ça prend des années. Donc ça nous aide finalement à avoir un dialogue de qualité, à pouvoir co-construire, même s'ils n'ont pas complètement les mêmes outils de communication, parce qu'on sent aussi, parce qu'on arrive à sentir sur le plan émotionnel comment ils vont. Ça nous aide aussi à leur donner à eux des outils pour pouvoir s'exprimer rapidement. L'idée de l'alphabétisation émotionnelle, hein, c'est comme l'alphabet, c'est-à-dire si on n'a pas les lettres, si on ne comprend pas les lettres, comment on va pouvoir comprendre les mots, comment on va pouvoir lire, comment on va pouvoir s'exprimer. Et donc, c'est comme ça de donner les outils pour pouvoir dire, voilà, je ressens ci, je ressens ça, et ça m'aide à parler. Et la dernière chose, et finalement là-dessus, c'est aussi de se dire que si on a une meilleure alphabétisation émotionnelle, on se sent mieux avec soi-même, on se sent mieux avec les autres, et on se sent mieux aussi avec son environnement. On a moins besoin d'être dans la surconsommation pour être épanoui. Donc c'est tout un ensemble, si vous voulez. Euh, mais ça part de l'idée que tant qu'on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes en tant qu'adultes, avec nos émotions, euh, on va pas pouvoir enseigner aux enfants ça. Mhm. Et tant qu'on n'est pas à l'aise avec nos émotions, on va pas pouvoir bien les comprendre. Et qu'est-ce qui se passe quand on comprend pas bien l'autre? C'est pareil, que ce soit des enfants ou que ce soit quelqu'un qui parle pas notre langue, et ben on met la personne dans une case quand on la comprend pas bien. On a tendance à la rejeter, on a tendance à prendre personnellement des choses qui sont des malentendus, en fait. Donc, on a tendance à croire que les enfants et ados font plein de choses pour nous casser les pieds, alors qu'en fait, très souvent, c'est des problèmes de communication, de se comprendre. Euh, et donc, ce qui se passe, et ça, c'est aussi des choses que disait Alice Miller dès les années 70, hein, c'est que si on n'est pas connecté émotionnellement aux enfants et à soi-même,
on va être un peu démunis pour savoir mais comment j'éduque cet enfant, comment j'éduque cette petite chose, hein, cet être-là, qu'est-ce que je dois faire puisque je ne comprends pas. Et donc, on va avoir tendance à se jeter sur les manuels d'éducation du moment. C'est-à-dire, Oui, on va lire le mode d'emploi, hein, on va dire, bon, alors, est-ce qu'il faut que je le punisse? Est-ce qu'il faut que je donne des gifles, la fessée? Est-ce que je dois l'enfermer dans sa chambre ou pas? Parce qu'en France, encore l'année dernière, hein, il y a eu tout un débat sur est-ce que c'est bien ou totalement. pas d'enfermer l'enfant dans sa chambre pour le punir? Est-ce que c'est bien de le punir et tout? Bon, moi, je pense que c'est pas bien. Mais surtout, on va être collé comme ça à des espèces de mode d'emploi parce qu'on n'arrive pas à sentir. On n'arrive pas à sentir est-ce que cet enfant-là, il a besoin d'être rassuré? Est-ce que c'est un enfant qui est fatigué? Est-ce que c'est un enfant qui est triste? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Puis parfois, oui, parfois l'enfant, il fait quelque chose pour attirer l'attention parce qu'il essaye de tester un peu les limites. C'est normal. Qui n'a pas envie de tester les limites dans un monde qu'on ne connaît pas? Comment est-ce qu'on peut le rassurer sur le fait que, bah oui, il y a des limites, etc. Mais sans être punitif. Bon, tout ça, ça demande de nous d'avoir une boussole émotionnelle qui est bien affûtée. Et ça, je trouve que d'ailleurs, au Canada, au Québec en particulier, vous êtes plutôt bien placé parce que il y a eu beaucoup de travail de fait sur l'éducation émotionnelle, les saines habitudes émotionnelles, hein. Je pense que vous êtes en avance par rapport à la France, donc bravo. Et c'est l'idée de continuer ce travail-là parce que c'est ce qui nous permet de bien nous connecter à nous-mêmes et de bien nous connecter aux enfants. Et le dernier plan, juste sur détailler un tout petit peu sur la question de l'environnement et de vivre de manière plus sobre. En fait, l'idée, c'est de se dire que si on veut aider les enfants et ados, bon, déjà, il faut leur laisser une planète qui n'est pas pourrie, quoi. Et pour ça, un des problèmes, c'est la surconsommation. C'est pas la consommation. On a besoin de consommer. Moi, je suis en train de parler, je produis du CO2 en vous parlant. On a quand même besoin de manger, de dormir. Le problème pour la planète, c'est la surconsommation. C'est tout ce qu'on achète d'inutile, tous nos voyages inutiles, etc. Et pour pouvoir arrêter cette surconsommation, bon, déjà, il faut comprendre un peu le marketing, hein, parce qu'on est bombardé d'informations de marketing en permanence, mais il faut pouvoir y résister aussi. Et y résister, c'est se sentir bien avec ce qu'on a. Et pour se sentir bien avec ce qu'on a, il faut être à l'aise sur le plan émotionnel avec soi-même. Si on regarde de près, l'immense majorité de nos surconsommations sont directement liées à notre inconfort émotionnel. Je m'ennuie dans mon travail, hop, je vais partir au bout du monde en vacances pour oublier. Je suis mal à l'aise, ça c'est des trucs d'adolescents aussi. Je suis mal à l'aise dans l'espace public, à l'extérieur, j'attends un groupe d'amis, mais ils sont pas encore là. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Vite, si je fumais une cigarette, parce que ça me donnera une impression de contenance, ou etc. Ou si, je sais pas, ou si je m'achetais des vêtements pour avoir l'air plus beau. Toutes ces choses-là, toutes ces questions de surconsommation, hein, je ressens de la honte, je n'ai pas vraiment confiance en moi, il faut vraiment que j'ai une plus grande maison, une plus grande voiture pour pouvoir montrer que j'ai réussi ma vie. Toutes ces choses-là, c'est lié à de l'inconfort émotionnel. Euh, et l'alphabétisation émotionnelle, c'est non seulement apprendre aux enfants à reconnaître leurs émotions, mais aussi l'étape suivante, une fois qu'ils arrivent à la reconnaître, c'est naviguer les émotions inconfortables. On a tous des émotions inconfortables. Elles vont pas disparaître, même si on est heureux dans la vie globalement. Il y a plein de moments dans la journée où on a des émotions inconfortables. Des fois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous embête, il y a quelque chose sur lequel on peut modifier, je ne sais pas, notre rapport aux autres, etc. Mais parfois, c'est aussi simplement des émotions qui vont et qui viennent, des vagues comme ça, qui nous traversent. Et comment faire pour être à l'aise avec ça? Savoir que certains jours, bah, on peut ressentir de la tristesse sans raison, ou on peut ressentir de la fatigue sans raison. Mais comment on fait pour accueillir ça et traverser tout ça sans se jeter sur la surconsommation et en étant à l'aise avec nous-mêmes et avec les autres. Donc tout ça, c'est une piste pour changer nos rapports entre adultes et puis changer nos rapports avec les enfants. Et puis, on parle de l'éventualité de prévenir tôt ou d'apprendre tôt. Je parle souvent qu'au Québec, je ne sais pas comment ça se passe en France ou ailleurs, mais quand on vient d'accoucher, on nous fait une petite formation de 10 minutes sur le bébé secoué. On remplit une fiche. Et puis, je dis souvent, oui, c'est important, mais je pense qu'il serait plus important que les parents soient outillés sur la question de l'attachement, du regard porté sur l'enfant, bref, de tout ça. Et tu parles à la fin de ton essai d'un kit d'alphabétisation émotionnelle pour la maternité. Je trouve ça génial. Et je pense effectivement que ça part de là.
Ça part, oui, de comment éduquer aussi nos ados plus tard par rapport à leur future parentalité. Ça part très, très tôt. Mais ce kit, alors là, Lélia, si tu mets ça en route, on est très preneur. C'est vraiment important. Avec, avec grand plaisir. Oui, le kit à la maternité, ce serait super. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à l'école aussi. Ouais. C'est l'idée vraiment de soutenir tout ça. Et savoir que c'est des petits pas. Parce que, une chose dont je parle un petit peu dans le livre, mais qu'il faut avoir en tête, parce que parfois, peut-être même vous qui écoutez, hein, vous dites oui, bon, ça va, mais ça me fatigue, tout ce truc d'éducation positive, là, il me saoule. Eh bien, parfois, on a des réactions aussi de rejet par rapport à l'idée qu'il faudrait être plus compréhensif vis-à-vis des enfants. Et c'est important de nous interroger sur nos propres expériences d'enfants. Parce que quelque chose qui est propre à l'infantisme, c'est que on a tous été enfants. euh, aux, aux autres discriminations. Mhm. Si on est une personne racisée, on va garder notre apparence physique toute notre vie. Si on est d'un certain genre, hein, une femme ou un homme, on va garder ça toute notre vie, globalement. Euh, et donc, on va pas passer d'un camp à l'autre. Et finalement, passer du camp de l'enfant à devenir adulte, c'est un peu comme une problématique de nouveau riche, quoi. Avant, j'étais pauvre et puis maintenant, je suis riche. Et du coup, j'ai du mépris pour les pauvres et j'essaie de surtout montrer que je suis riche et que je ne suis pas du tout pauvre. J'essaie de faire oublier tout ça. Et donc, beaucoup d'adultes réagissent comme ça par rapport aux enfants. Ils ont des souvenirs d'avoir été humiliés, d'avoir été maltraités, de ne pas avoir été pris au sérieux. Et donc, ils associent l'enfance à un vécu d'humiliation, à un vécu d'infériorité. Et dès qu'ils sortent de l'enfance, ils ont envie le plus possible de s'éloigner de tout ce qui a l'air d'être des enfants. Et donc, ces adultes-là, ils sont très nombreux, et peut-être même que chacun d'entre nous a un petit peu ça, ça vaut le coup de regarder de près ce qu'on ressent, vont avoir l'impression que tout ce qui est lié aux enfants, c'est un petit peu nul, quoi. Les métiers de la petite enfance, c'est des métiers qui seraient faciles, qui ne demandent pas beaucoup de formation. Les livres pour enfants, c'est des livres faciles. Les films pour les enfants, bon, c'est des livres, ça n'a pas grand intérêt, c'est un peu inférieur. Euh, et donc, tout ça, c'est des barrières à changer, à se rapprocher des enfants parce que on est encore traumatisé par l'enfant qu'on a été et qui a été maltraité. Et donc, on a du mal à avoir de l'empathie et à vouloir changer les choses pour un monde plus juste pour les enfants. Donc, moi, ça m'aide beaucoup à comprendre aussi les réactions de certaines personnes qui disent, oh là là, on en a marre, les enfants rois, on n'entend parler que Oui. d'eux, c'est insupportable, etc. C'est important de se dire, tiens, peut-être que c'est des gens qui ont été beaucoup humiliés pendant leur enfance et qui ont vraiment besoin de montrer qu'ils sont des adultes et qu'ils n'ont rien à voir avec ces enfants-là, hein. C'est ce qu'on appelle des fois un peu le syndrome de Stockholm dans le traumatisme, hein. On s'identifie à l'agresseur, c'est-à-dire qu'on finit par se dire, bah, si je suis maltraitée par les adultes, autant dire que je préfère être dans le camp des adultes, hein, parce que au moins je reste pas une victime. Et moi aussi me mettre à maltraiter les victimes, hein. Euh, c'est des phénomènes qui sont connus, hein, de la répétition de la violence. On répète ce qu'on a connu sur les autres. Voilà, je pense que si on s'interroge un petit peu là-dessus, sur simplement prendre 5 minutes pour les gens qui nous écoutent, juste fermer les yeux et essayer de vous souvenir d'un moment quand vous étiez petit où on vous a pas pris au sérieux, où on vous a humilié, où vous sentiez que simplement ce que vous disiez n'était pas entendu, n'était pas pris en considération simplement à cause de qui vous étiez à ce moment-là. Et ben, garder ça en tête, ça permet de garder cette sensibilité et puis de faire attention dans les réponses qu'on donne aux enfants, dans la qualité d'écoute qu'on a vis-à-vis d'eux, de pouvoir leur faire crédit qu'ils sont des personnes à part entière. Je ne sais pas quoi dire, c'est rare que je sois sans mots, alors je vais laisser là-dessus le mot de la fin, Lélia. Merci, merci infiniment. Je redis en fait le titre de ton essai, Infantisme, édition Le Seuil, je ne me trompe pas, sorti en septembre 2023, c'est tout frais. C'est vraiment indispensable comme lecture. Je trouve que ça nous éclaire énormément.
puis oui, ça vient titiller notre enfant intérieur qui est là, qui est très très là, mais qu'on bâillonne pour de multiples raisons. Et je pense qu'il n'attend que ça, qu'on aille le chercher par la main, puis justement le regarder et l'écouter. Ça nous aidera grandement à entrer en relation avec les enfants, nos enfants, avec les autres en général, puis à nous reconnecter aussi avec le vivant, parce que c'est une grosse problématique aussi, cette déconnexion au vivant. Léla Benoît, à très bientôt. Je suis convaincue qu'on va te revoir et j'aimerais ça que tu puisses venir nous voir. On est dans l'idée d'organiser un colloque pour le collectif. Donc, ce serait vraiment un grand plaisir de t'accueillir et de t'écouter à nouveau sur le sujet ou sur d'autres sujets avec grand, grand plaisir. Avec grand plaisir pour moi aussi, Céline. Salut Merci Léla, pour l'invitation. bye bye. Bye.